Bonsoir à tous. Alors, on est très heureux de te recevoir ce soir, Raoul. Raoul de Saint-Venant, tu es X73. Tu fais du conseil en stratégie, mais tu as aussi, enfin, dans ce cadre et de par ton expérience, tu as une expertise dans l'énergie, en particulier dans le nucléaire, les énergies renouvelables. Et tu vas nous parler un peu de compétitivité de ces énergies, notamment dans le contexte très actuel du débat public organisé par la Commission nationale du débat public sur le projet des réacteurs EPR. Donc, c'est un sujet très chaud et puis en plus, on est en pleine crise énergétique. Voilà, on est très heureux de t'entendre. Voilà, c'est à toi pour environ 20 minutes. À toi, Raoul. Oui, bonjour à tous. Au cours de ma carrière de conseil, j'ai travaillé sur la compétitivité d'une grande diversité de secteurs, dont le bâtiment, la construction mécanique, le nucléaire, les batteries, les circuits intégrés, les panneaux photovoltaïques, les réseaux de distribution, ainsi de suite. Alors, la connaissance de l'ensemble de ces secteurs est utile, comme nous allons le voir, pour aborder la question de la compétitivité de l'industrie nucléaire. Alors, pourquoi s'intéresser à la compétitivité? D'abord, il s'agit d'un thème du CNDP qui se dit « Avons-nous besoin d'un nouveau programme nucléaire ?» Et après ça, la compétitivité des coûts se pose, cette question-là se pose avant même se poser la question des risques civils, donc Fukushima, ainsi de suite, la question des gestions des déchets, donc stockage profond des déchets, la sincérité des coûts affichés pour lesquels j'ai écrit un article récemment, et la dissémination nucléaire. Et cette compétitivité, à mon sens, doit surtout s'aborder par rapport à celle des systèmes photovoltaïques. Donc, c'est un système qui est un ensemble de cellules, plus de stockage, plus une connexion avec un réseau de distribution, dont la dynamique est particulièrement rapide. Alors, d'abord, parlons des coûts du nucléaire. D'abord, les coûts nucléaires, il y a des coûts fixes, bien sûr, il y a l'ensemble des coûts d'installation nucléaire, mais il y a d'abord des coûts variables qui sont non négligeables et qui sont très intéressants parce qu'en matière d'énergie, il y a un seuil de contribution fixe. C'est-à-dire on ne commence pas la production, on ne fournit pas au réseau d'électricité lorsque on est en dessous de son coût variable. Après ça, le nucléaire, lui, est soumis, pour les coûts et ses délais, à un double défi technique. D'abord, celui de la mise au point des réacteurs actuels. Donc, Flamanville est peut-être au point, mais on n'est pas encore sûr. Et après ça, l'EPR2 prévoit des stades, une idée de préfabrication. Or, l'expérience de bâtiment des années 70-80 a prouvé être des demi-succès avec des certain nombre d'échecs en raison de la difficulté qu'il y a de concevoir une préfabrication, même à partir d'un produit fini au départ. Les coûts, après ça, les coûts eux-mêmes sont poussés par une angoisse sécuritaire croissante liée à une instabilité constitutive de la technologie. Alors, on peut laisser éventuellement à elle-même une installation photovoltaïque, mais on ne laisse pas à elle-même une installation nucléaire. Ça montre bien le côté critique de cette notion de sécurité et qui justifie très bien l'angoisse sécuritaire vécue actuellement. Et à cela se rajoute la question de dangerosité des sous-produits pour lesquels on a envisagé des solutions de stockage à longue durée sur lesquelles on pourrait éventuellement parler, mais qui n'est pas l'objet aujourd'hui. Enfin, la technologie de construction, les technologies de construction sont des technologies donc, de bâtiments et de mécanique lourde et ce sont des technologies mûres sur lesquelles on ne fait pas des gains de productivité. On peut envisager alors des gains de la conception. Des gains de conception, mais 60 ans après les premiers réacteurs de cette filière, ça serait relativement étonnant. De fait, la tendance historique des coûts est croissante. Historiquement, les réacteurs historiques, donc jusqu'à quand classiques ont été créés, ont sorti à des prix moyens environ 60 € le mégawattheure, alors que les EPR2 sont annoncés à 100 € le mégawattheure au minimum. Au total, disons, concluons à minima une faible dynamique des coûts dans le nucléaire EPR, même avec l'effet annoncé sur des improbables séries. Alors, le photovoltaïque a une dynamique tout à fait différente. Il y a un effet d'expérience photovoltaïque, c'est-à-dire que les coûts suivent une loi puissance dans laquelle
À chaque doublement de la production cumulée, les coûts baissent d'un facteur constant, qui est de 80% en cas de photovoltaïque. Alors, on voit une très belle courbe qui a été tirée de 1976 jusqu'à 2019, pardon, avec éventuellement, de temps en temps, on voit des petits décollements de la courbe qui sont liés à des événements tout à fait conjoncturels, en particulier, par exemple, la pénurie de silicium des années 2005 à 2011 et le Covid, le Covid qui a créé une autre sorte de pénurie et donc, avec un surcoût qui va être résorbé très prochainement et très probablement bientôt. La photovoltaïque est animée par une autre dynamique qui est celle de la diffusion photovoltaïque, qui montre une diffusion photovoltaïque, donc une vente ou une installation, non d'installation photovoltaïque qui suit une loi exponentielle. Alors là, c'est chaque incrément annuel qui divise qui multiplie les coûts du volume, et qui multiplie les volumes vendus chaque annuel d'un facteur constant. Alors là, le facteur constant est de 25%. Autrement dit, le volume vendu chaque année en photovoltaïque est de 25% par an. On retrouve des dynamiques semblables. Alors, pour les batteries lithium, il y a un effet d'expérience beaucoup plus rapide, d'ailleurs assez étonnant, ça m'a surpris, d'une pente de 63%. C'est-à-dire que chaque fois qu'on double le volume cumulé de la production de batteries, on baisse les coûts unitaires de 63%. Alors, il faut voir que même les batteries lithium ne sont pas tirées uniquement par l'utilisation dans le cadre d'installations photovoltaïques, ils sont utilisés notablement dans le cadre des véhicules automobiles. Ce qui ressort, bien sûr, dans les courbes de diffusion, donc en gros, là aussi, c'est une exponentielle, et avec un taux de croissance de 44% par an, qui est assez remarquable et valide depuis assez longtemps. Donc là, ici, on donne la période de 2010 à 2020. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a face à face un effet d'expérience et une courbe de diffusion exponentielle. Or, habituellement, dans l'industrie, on voit plutôt des courbes de diffusion, c'est-à-dire qu'il y a un volume qui se met à croître très, très vite, et après ça, donc, avec une croissance qui diminue parce que la croissance du volume réduit le potentiel de croissance, et donc comme c'est un effet de diffusion, et bien, au total, on a un volume qui croît de moins en moins vite. Dans cette courbe de diffusion, il y a une phase exponentielle, dont on va en reparler plus tard, donc en gros, et après ça, une phase linéaire, et après ça, une phase de ralentissement, qui est aussi exponentielle. On trouve ces courbes, disons, ces courbes de diffusion, on les retrouve dans le domaine du nucléaire, puisqu'en gros, ça, apparemment, depuis les années 2000-2005, ça a eu tendance à plafonner, la production d'énergie nucléaire a eu tendance à plafonner, alors que la production par des procédés d'énergie renouvelable suit une très belle exponentielle bien listée. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, pour expliquer cela, il faut faire intervenir une notion d'élasticité de la demande au prix. À chaque fois qu'il y a un incrément de volume cumulé, on a un incrément de coût, lequel, normalement, déclenche un incrément proportionnel en prix et lequel déclenche un incrément de demande. Et là, ensuite, cette loi d'élasticité, lui, suit aussi une loi puissance, semblable à celle d'expérience. Donc, on voit très bien que l'incrément de volume déclenche un incrément de coût, qui déclenche un incrément de demande, qui déclenche une hausse de la demande potentielle et qui fait que les volumes de production restent dans la zone exponentielle. Restant dans la zone exponentielle, on a une croissance exponentielle qui retourne vers l'expérience et qui déclenche encore un incrément de la même nature. Alors, ce phénomène-là se manifeste par ce qu'on appelle une loi de Moore. Alors, la loi de Moore, c'est une loi exponentielle du coût en fonction du temps, qui s'exprime un taux constant de baisse des coûts tous les 2 ans. Elle trouve son origine dans le secteur des composants électroniques. Alors là, j'ai représenté cette loi de Moore pour les processeurs d'Intel. Alors, elle s'arrête en 2010, mais bon, les autres courbes allaient plus loin, mais étaient moins belles que celle-ci. Donc ça va, c'est éprouvé jusqu'à 2021, et même mieux d'ailleurs. Alors ici, on montre uniquement un nombre de transistors. Il s'agit du nombre de transistors par wafer, donc par plaque de silicium qui sont travaillés et qui sont globalement qui sont d'un coût probablement constant. Donc en gros, comme on a
un nombre de transistors qui augmente avec une loi qui double tous les 2 ans, on a un coût qui baisse tous les 2 ans. Alors, par ailleurs, une modélisation montre que ce mécanisme, celui-ci donne une loi de Moore. Cette loi de Moore a un seuil et ne se déclenche que si l'élasticité de la demande au prix est supérieure à un seuil, alpha. Et c'est alpha qui est fonction de la seule pente d'expérience P. Au-delà de ce seuil, la diffusion se fait sans contrainte de potentiel. C'est-à-dire qu'en gros, c'est comme s'il n'y avait aucune contrainte de potentiel. Et cette loi-là est relativement stable parce qu'au-delà de alpha, au-delà du seuil, la demande n'accélère pas du tout. Donc c'est une loi tout à fait intéressante qui s'applique à tous les secteurs de production qui sont concernés par un marché de production de masse qui sont face à un marché très demandeur. En particulier pour les systèmes photovoltaïques, où on peut estimer, donc j'ai un peu réduit, un peu arrondi les chiffres que vous montrez tout à l'heure, on a une baisse de 30% de coût tous les 2 ans. Et ce qui se voit très bien dans la loi de Moore photovoltaïque, hein, on a 32% ici, mais j'ai arrondi à 30%, et on retrouve la fameuse décollage lié à la pénurie de silicium ici, et on a une courbe, en fait, quand on réajuste, ce que je vais pas montrer ici, on a une courbe très bien lissée sur près, là, sur les 12 ans. On la retrouve aussi pour la batterie, une loi de Moore sans problème, hein, avec une pente de 35%, donc un peu plus rapide. Alors, est-ce que cette loi de Moore a des chances de se prolonger? Alors, observons donc les 2 composants de cette loi de Moore, l'effet d'expérience et le potentiel de diffusion. Alors, pour le nucléaire EPR, il y a d'abord un potentiel de baisse des coûts qui est probablement inexistant. Et tout cela, c'est dû à au coût de la fonction de sécurité d'un réacteur, essentiellement. Les SMR, donc les les petits réacteurs, donc les modèles réduits, ne devraient pas apporter de baisse de coûts importante, puisqu'en gros, on a une déséconomie d'échelle de ce secteur-là, et c'est tout à fait pénalisé par les problèmes d'environnement sécuritaire qui doivent être mis à côté, sur lequel l'effet d'échelle va fonctionner. Après ça, il y a évidemment un problème de compétence des partenaires, au moins pour les premiers réacteurs. Et là, on peut s'attendre à pas mal de dérives de coûts à cause de cela. Lors du EPR, il y a effectivement d'autres technologies de génération, d'où la 4e génération. Il y a des autres, mais qui a eu pas mal de difficultés et dont les dernières tentatives a été arrêtées récemment par le CEA en France. Il y a d'autres filières et de technologies nucléaires, donc à l'uranium, il y a d'autres manières de faire produire de l'énergie électrique avec l'uranium que la filière EPR. Et il y a aussi donc, des technologies thorium qui sont théoriquement beaucoup plus sécuritaires, beaucoup moins risques d'explosion et qui sont développées par Bill Gates, mais qui, semble-t-il, sont plutôt dédiées à des installations de sécurité après des catastrophes naturelles. Les panneaux photovoltaïques, eux, ont une dynamique beaucoup plus rapide. Alors, il y a bien sûr, il y a la dynamique des technologies de silicium, donc on a le cristallin, le polycristallin, l'amorphe, et après ça, derrière cela, qui continuent leur progrès. Après ça, il y a d'autres technologies beaucoup plus intéressantes qui sont beaucoup plus souples d'utilisation, dont les perovskites et les fibres souples, qui sont en cours d'entrée, qui rentrent actuellement sur le marché. Et je pense aussi en particulier à la technologie ASCA, donc les entreprises ASCA vendéennes, qui sont en train de lancer des films souples et qui apportent des choses très intéressantes, dont on va parler un peu plus tard. Dans les batteries, il y a des technologies air-fer qui promettent par exemple des baisses de division des coûts par 10 et qui sont très intéressantes pour les productions photovoltaïques puisque c'est permis de stocker pendant une semaine d'énergie. Il y a des technologies assez classiques de stockage géologique, il y a des technologies hydrogène qui sont gris, vert, mais aussi orange, qui est une technologie qui est développée actuellement par la CNRS et qui devrait permettre d'utiliser les minerais, enfin les minerais de fer géologiques.
Il y a des technologies. Alors, pour ça, il y a une autre technologie tout à fait intéressante qui est en phase de développement encore, hein, qui fera ses preuves à partir de 2017, qui est la géothermie supercritique, qui consiste à envoyer de l'eau à, 200, à plusieurs centaines de kilomètres sous la Terre. Ah non, pardon, plusieurs vingtaines de kilomètres sous la Terre. Après cela, il y a des évolutions dans les systèmes de réseaux de distribution. D'abord, les systèmes et réseaux de distribution, d'abord, les supports de cellules évoluent aussi rapidement, ne serait-ce que à cause de l'évolution des technologies de photovoltaïque. Il y a l'agrovoltaïsme qui va permettre une meilleure acceptation des installations photovoltaïques dans la campagne. Il y a des technologies de transport sous-marin qui développent assez rapidement. Hein. Par exemple, l'Australie, dans un projet qui s'appelle Australia-Asia Powerlink, prévoit de transporter de l'électricité de l'Australie vers Singapour sur une distance de 5000 km. Alors, donc ça règle l'effet d'expérience. En matière de potentiel de diffusion, il y a une question d'accueil, disons, du potentiel de pays qui sont susceptibles d'accueillir des centrales nucléaires, ce qui demande des compétences minimales et en plus dans lequel on pourrait même hésiter à partir du moment où on voit ce qui se produit en Iran et en Corée du Nord. Après ça, les technologies nucléaires ont un inconvénient qui est de faire anticiper la France et les autres pays qui l'adopteraient un siècle de concurrence avec les autres technologies en développement. C'est-à-dire que vous installez du nucléaire en France, et bien vous avez un parc, et bien pendant un siècle, vous ne bougez plus. Pendant ce temps-là, toutes les autres technologies beaucoup plus mobiles et beaucoup plus renouvelables vont se développer et faire que, eux verront leur coût baisser, alors que la France ne verra pas leur coût baisser, ou beaucoup moins. Les panneaux photovoltaïques, de leur côté, eux, offrent des formats et des supports variables. Donc, les façades, par exemple, sont susceptibles d'être couvertes par des fibres souples d'Asca, par exemple, les fameuses fibres souples. Et même si c'est des rendements plus faibles, ça permet, disons, j'ai fait des calculs sur des maisons de taille normale, on devrait pouvoir fournir très largement les besoins de l'électricité d'un logis. Ça permet aussi de produire l'électricité à partir des vitrages. Ça permet aussi des utilisations beaucoup plus souples, par exemple, la recherche de petits équipements. Donc, il y a dans le photovoltaïque quelque chose de très invasif et qui va faire que ça pourrait se déboucher très largement sur des développements de nouvelles applications. Après ça, les photovoltaïques ont un potentiel bien au-delà de la concurrence stricte avec les producteurs d'énergie électrique. Ils pourraient très rapidement se situer à un certain volume d'énergie fossile. Les batteries, elles sont tirées essentiellement par le marché des véhicules électriques. Donc, je ne m'étendrai pas à ça, mais c'est un marché très dynamique dans lequel, en fait, il y aura, qui va entraîner d'autres innovations et surtout un développement de marché considérable. Enfin, les systèmes de réseau de distribution, il y a un effet de foisonnement qui est très intéressant, qui explique que lorsque vous avez plusieurs installations photovoltaïques, enfin un grand nombre d'installations photovoltaïques réparties sur un grand territoire, eh bien, les risques de variation, des variations temporelles de la production de courant électrique diminuent largement. Et lorsqu'on considère qu'on peut éventuellement aller chercher l'électricité soit aux États-Unis, soit à Moscou, même si ce n'est pas d'époque actuellement, eh bien, on devrait pouvoir avoir à Paris des éclairages fournis par le Texas pendant la nuit. Alors, quelle compétitivité du nucléaire? Alors, on a, selon le rapport RTE de 2021, et lorsqu'on fait une petite correction, parce qu'on est en 2022, on est proche de la parité des systèmes voltaïques. Les EPR2 sont proches de la parité des systèmes voltaïques installés en France. La compétitivité des EPR2 est évidemment dépassée au sud de l'Europe. Et à cela se rajoute une problématique à l'horizon 2035, qui est l'effet de Moore sur les systèmes photovoltaïques. Les coûts seront divisés par un facteur de 5, donc 5 c'est 130% puissance 6, et avec des coûts de stockage décroissants à cause de la technologie qui va être de moins chère, et aussi à cause de l'effet de foisonnement dont je viens de parler. À ce même horizon, les coûts variables des EPR2, qui sont de l'ordre de 20 à 30 euros le mégawattheure, seront supérieurs au coût des systèmes photovoltaïques. Ça veut dire que les capacités EPR ne seront appelées seulement pour les points de consommation, ce qui est un paradoxe, et ce qui va faire que ces projets
au total, s'annonce comme un désastre financier parce qu'ils ne sont pas conçus pour satisfaire les pointes. Ils seront abandonnés, je vais marquer, après la construction, mais j'espère qu'on les abandonnera avant la fin de leur construction. Ça va être une catastrophe écologique parce que le CO2 produit pour la construction, rapporté au mégawattheure effectivement produit, s'il est supérieur à zéro, sera pire que celui des centrales à charbon. Et en plus, ça sera une perte de chance économique parce qu'une part importante de l'économie sera orientée dans une impasse alors qu'elle devrait l'être vers des énergies plus prometteuses et des réseaux intelligents. Alors, il y a tout de même dans cette mobilisation, il y a des aléas. Quand on prend les effets d'expérience, le niveau des effets d'expérience, les nucléaires EPR, eux, ils ont des aléas certains, puisqu'on sait très bien, très légèrement, dans des gros chantiers de ce type-là, il y a des dépassements, et l'expérience de Flamanville l'a bien prouvé, et même Flamanville et l'expérience finlandaise aussi l'a prouvé. Par contre, les systèmes photovoltaïques, eux, bénéficient d'un effet d'expérience jamais déjoué, et qu'il ne faut pas confondre avec l'effet de volume stable. Hein. L'effet d'expérience fonctionne tout le temps, alors que lorsque dans un marché où le volume devient constant, de vente devient constant, eh bien, les doublements de volume cumulé font de plus en plus lentement, et ce qui donne l'impression d'une baisse de gain de productivité. Mais ça ne met pas du tout en cause l'effet d'expérience. Il y a une grappe technologique prometteuse. Donc, en gros, l'effet d'expérience est très probablement, très probable aussi, mais bon, on peut douter encore, mais enfin, l'ensemble du mécanisme de loi de Moore est tout à fait probable. Après ça, en matière de potentiel de diffusion, on a, en matière d'EPR, il y a un prix du mégawattheure constant, qui ne sera pas très attractif d'ici, alors que d'autres énergies seront moins chères, et la concurrence d'autres technologies nucléaires. Alors, par contre, le système voltaïque, en matière de potentiel de diffusion, est menacé par le dumping d'énergie fossile. Mais il y a un effet cliquet, c'est-à-dire qu'en gros, à cause de la concurrence par les coûts variables, en gros, si jamais les énergies fossiles font du dumping, dans ce qui, d'abord, il faudrait que ça soit toutes les énergies fossiles qui fassent du dumping, gaz, pétrole et charbon. Ce qui est même assez vraiment probable, c'est possible dans un contexte de hausse, dans un contexte de baisse, vu le nombre de producteurs, c'est un peu improbable. Eh bien, si jamais il y avait un dumping des énergies fossiles, eh bien, les panneaux photovoltaïques continueront à produire parce que le coût variable est zéro, ou presque zéro. Après ça, j'arrive pas à lire, excusez-moi, j'arrive pas à vous dire avec des trucs là. On peut balader ça là. Après ça, il y a une logique de réseau. C'est-à-dire qu'à partir du moment où toute une économie s'est orientée vers l'installation, disons, de producteurs en réseau, et bien, pour lutter contre cette logique-là, il y a un coup de sortie qui fait que cette logique-là se maintiendra même si les coûts des énergies fossiles sont sensiblement inférieurs au coût de. Donc, ça n'empêchera pas la production de nouvelles installations photovoltaïques. Après cela, il y a certaines politiques fiscales pourraient même garantir contre le dumping des énergies fossiles, par exemple des TLTPP qui augmenteraient en même temps que les coûts du mégawattheure photovoltaïque baisseraient, mais pas toute la baisse, mais une partie de la baisse, et aussi une taxe carbone qui jouerait le même rôle au niveau européen. Après ça, il y a une notion de baisse tendancielle du taux de marge qui vient du fait que normalement, lorsque le prix du photovoltaïque va baisser, eh bien, le taux de marge des producteurs va baisser aussi de manière assez intense. Mais là, bon, c'est peut-être un marginal. Et après ça, on peut envisager un risque de guerre mondiale, mais c'est une guerre mondiale qui affecterait bien sûr la diffusion du système voltaïque, parce que ça va briser toutes les chaînes de production, affecterait aussi tout dans le nucléaire, parce que le nucléaire installé forme une cible tout à fait claire pour dans un contexte très violent pour des missiles, des nouveaux missiles, supersoniques. Conclusion.
il y a effectivement un enjeu. On a une impasse énergétique pour les années 30. Il faut se décider maintenant, il faut maintenant décider, savoir ce qu'on va faire. Donc en gros, la France semble avoir décidé d'opter pour le nucléaire. On voit même que l'Allemagne a choisi une autre voie et en fait qui relève de l'évitement d'un conservatisme qui est celui d'un refus du futur. Le nucléaire est même une solution très conservatrice. On fait ce qu'on sait faire. Et on ne pense pas se lancer un peu dans le vide, avec, même avec tout ce qu'on a connu, tout ce qu'on connaît déjà des énergies photovoltaïques. Cette stratégie sera validée dans les années à venir. C'est qu'en gros, il ne faudrait peut-être pas se précipiter. Il ne faudrait pas prendre des engagements trop fermes sur le nucléaire tout de suite. Il y a, de ce point de vue-là, un devoir de circonspection. Les décisions concernant l'EPR devraient être aussi réversibles que possible, avec des bilans d'étapes décisionnelles. Voilà. Merci. Voilà. J'ai plus de son là. Non. Laurent? Ah oui, c'est bon. Laurent, s'il te plaît? Tu nous entends? On ne t'entend pas, Laurent. Oui, il a fini, Raoul. Il a fini? Il a fini, oui. Oui, c'était bon. OK, pardon. OK, excellent. Non, mais je lisais aussi les... Merci, Raoul. Merci beaucoup, Raoul. Tu as tenu le temps et c'était intéressant. Mais bon, tu vois qu'il y a peut-être des commentaires un peu, comme je te le disais avant la réunion, qui sont un peu challenging. Donc, comme tu es assez critique sur le nucléaire, voilà. Alors, il y a déjà deux questions, trois questions même que je peux te poser déjà dans un premier lot. Comment tu compares les émissions de CO2 dues à la création d'un nouvel EPR et celles dues à la création d'une centrale photovoltaïque de puissance équivalente? Alors, je ne répondrai pas. Ah bon? Je ne réponds pas parce que le sujet, c'est la compétitivité des coûts du nucléaire et non pas de la production de CO2. D'accord. Ensuite, donc Bertrand Lépinois qui te pose une question, alors il dit lui-même presque hors sujet. Quel diagnostic fais-tu de la situation ukrainienne? Carence possible de production, sécurité. Est-ce que tu veux... Effectivement, tous les événements qui se trouvent autour de la centrale de Zaporizhzhia donnent à penser que, et là aussi c'est vraiment hors sujet, là je réponds malgré tout parce que c'est un sujet qui m'intéresse plus directement, fait que le nucléaire pose des problèmes de sécurité parce que c'est une cible évidente dans le cas de conflit. Alors dans le cas de l'affaire ukrainienne, il y a une espèce de retenue des Russes de ce point de vue-là, et surtout qui pourraient être les premières victimes. Mais une nucléaire en France ne gênerait certainement beaucoup moins les Russes, par exemple, si c'était eux les agresseurs. Ok. Alors, on continue. Pour le moment, tu réponds très vite, c'est bien. Les besoins d'électricité vont augmenter, notamment en transport. N'a-t-on pas besoin de plusieurs sources nucléaires, photovoltaïques? L'un ne devrait pas exclure l'autre. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, il ne faut pas les opposer. Oui, certainement. Alors d'abord, il faut savoir que la prolongation des centrales nucléaires classiques devrait tenir jusqu'en 2035, hein, en gros. Et donc, en gros, la question se pose au cours des années 30. Après cela, je n'ai pas fait la simulation, mais a priori, on devrait pouvoir compenser complètement la production, la production actuelle des nucléaires par la production photovoltaïque, par des incréments d'ici 35. Il suffit on est à 25% de croissance, on pourrait aller beaucoup plus vite. Et enfin, finalement, d'autres technologies alternatives sont en ligne actuellement et dont les capacités vont se révéler assez rapidement. Donc, j'ai parlé, par exemple, de la géothermie supercritique et aussi et aussi la production d'hydrogène à partir du fer géologique. Donc, il y a pas mal de choses qui vont se passer. Donc, en gros,
effectivement, le nucléaire devrait être compatible, mais le problème, c'est que le nucléaire, vous engagez pour un siècle. C'est que c'est une mauvaise décision, parce qu'après ça, qu'est-ce que vous faites de nucléaire lorsqu'il est plus rentable? Et là, on retombe sur le problème, la question auquel je n'ai pas voulu répondre tout à l'heure, c'est qu'on va arrêter les centrales nucléaires très rapidement après leur mise en marche, parce qu'elles ne serviront que pour des pointes de production, et dans ce cas-là, et qu'elles n'arriveront même plus à couvrir leurs coûts variables. Okay. Ensuite, qu'est-ce que tu penses de l'avenir et de la compétitivité de New World? C'est le SMR EPR. Okay. Je n'ai pas regardé de très près, mais a priori, je pense que ça va produire des mégawattheures plus chers que les EPR, ne serait-ce que par des questions d'effet d'échelle, et ces effets d'échelle étant pas mal liés à des préoccupations de sécurité. C'est-à-dire que la fonction de sécurité dans les SMR, elle sera proportionnellement plus importante dans les SMR que pour les EPR. Je continue avec les questions. En tout cas, Raoul, tu es impressionnant. Hein. Tu réponds tac au tac. Hein. Ouais. Et alors, quid de la fission? Alors, moi, je pense qu'il voulait dire la fusion nucléaire, peut-être, Olivier. Je ne sais pas si tu es en ligne, parce que la fission nucléaire, c'est l'énergie actuelle, mais la fusion, peut-être, c'est oui, voilà, la fusion, tu confirmes. Donc, est-ce que tu analyses aussi cette forme, peut-être, qui un jour arrivera sur le marché? Alors, et je te pose la deuxième question en même temps. Ouais. Est-ce que tu penses que la France a une maîtrise suffisante du solaire, des techniques photovoltaïques, pour que voilà, on en profite, quoi, en gros? Alors, pour la fusion nucléaire, bon, c'est passionnant comme aventure. D'après ce que j'ai compris, il y a, et comme ce qui vient d'être démontré ce matin par les nouvelles, c'est des technologies qui sont relativement difficiles à mettre au point, puisqu'on vient de découvrir des failles assez importantes dans les cubes de l'installation d'ITER. Donc, en gros, c'est assez difficile à mettre au point. Après cela, c'est une technologie qui est dite subcritique. C'est-à-dire que c'est des technologies dont l'idée, c'est de jouer avec le feu sans le laisser aller très loin. Alors, d'après ce que j'ai compris, ces technologies de fusion nucléaire, elles sont très explosives. Donc, elles ne risquent pas de propager de réactivité, mais elles risquent d'exploser assez rapidement, ce qui fait que ça risque bien sûr de provoquer des dégâts autour de ces centrales-là, mais aussi ça risque d'avoir des coûts beaucoup plus importants que ce qu'on prévoit a priori. Donc là, c'est pour le PR. Après ça, il y a d'autres technologies qui ne sont pas des technologies de Tomahawk et qui seront peut-être plus intéressantes. Mais a priori, c'est très difficile pour le moment d'analyser la compétitivité de la fusion par rapport au photovoltaïque. Actuellement, on n'a aucune donnée sur le coût de la fusion nucléaire. Alors, la question de est-ce que la France a une maîtrise suffisante des technologies photovoltaïques, la question n'est pas là, en fait. Il y a d'une part la production de technologies photovoltaïques qui permet à la fois d'alimenter le marché français et le marché mondial, d'autre part, la consommation et l'utilisation de photovoltaïques. À partir du moment où l'énergie photovoltaïque produit de l'électricité beaucoup moins chère que n'importe quelle solution, il faut l'acheter, même si elle vient de Chine ou des États-Unis ou de n'importe où ailleurs. Voilà. Ok. Alors ensuite, donc Daniel Namias qui pose la question, est-ce que le photovoltaïque s'est adapté aux besoins en hiver avec des productions plus faibles, journées plus courtes neige et une consommation plus grande, éclairage, chauffage Alors, bon, il y a une réponse en deux parties. Alors d'abord, il y a la question de la pointe. Est-ce que le photovoltaïque peut fournir la pointe? Alors là, effectivement, la question se pose. C'est probablement pas le nucléaire qui fournit la pointe. Pour le moment, dans l'état technologique actuel, c'est le gaz qui devrait fournir la pointe. Hein. Bon, même si on doit le faire venir des États-Unis. Et après cela, l'autre question, c'est le problème, disons, de saisonnalité, hein, ou même de variation de trucs. D'abord, s'il neige, eh bien, c'est l'intérêt des notions d'effet de foisonnement. C'est-à-dire que les jours de neige, eh bien, on s'alimentera en Espagne, au Maroc, voire aux États-Unis, à des endroits où il n'y a pas de neige. Donc, tout le problème, c'est la question du réseau dit intelligent qui permettra d'interconnecter les unités de production. OK.
Alors, je crois qu'on a épuisé les questions du chat, mais oui, c'est un peu à moi, s'il n'y en a pas d'autres. Est-ce que ton discours, il n'est pas un peu à contre-courant de l'ère du temps où justement c'est le retour du nucléaire et, et voilà, Fabienne dit une bonne remarque aussi. C'est aussi une, permet d'augmenter notre souveraineté, parce que là, on est vraiment autonome. Euh, voilà. Et puis, Daniel Namias qui demande interconnecter les continents ou assurer l'indépendance énergétique en France. Donc, dans la suite un peu de ce que dit Fabienne. Donc, voilà. Est-ce que tu ne viens pas à contre-courant Ah oui, mais c'est un bien peu sûr, je différent. viens au concurrent. Je sais très bien que une grande majorité de mes camarades polytechniciens sont pour le nucléaire, sans avoir vraiment réfléchi à la question, hein, du point de vue compétitivité. Et ça, c'est clair. Et que l'ensemble de la France qui ont été soumis à une campagne d'information tout à fait soutenue depuis quelques années, et forcément, puisque leur dit que c'est bien, ils disent que c'est bien. Donc, il n'y a pas à dire. Alors, la question de la souveraineté, eh bien, d'abord, on est aussi souverain avec du photovoltaïque qu'avec du nucléaire, même mieux, parce qu'en gros, le photovoltaïque ne demande pas d'aller acheter de l'uranium dans des pays exotiques, hein, Kazakhstan ou Niger, alors que le photovoltaïque, lui, l'installation est là et elle fonctionne, donc il n'y a pas un problème. Le photovoltaïque fonctionne avec du silicium, et donc effectivement, il y aura peut-être matière à penser de maintenir une certaine capacité de production de photovoltaïque si jamais on renonce à jouer un rôle majeur dans le marché mondial. Ok. Bon. Alors, Fabienne qui continue avec encore une question aussi pertinente, mais pas avec la solution de réseaux intelligents avec d'autres pays. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Alors, c'est les mêmes questions. Où est la question, la première? Alors, il y a une question qui est interconnecter les continents ou assurer l'indépendance énergétique en France. Donc ça, c'est Daniel Namias. Donc, pour moi, voilà, j'ai compris. Voilà. Alors, Fabienne qui précise ne pas dépendre des autres pays. Alors, est-ce que c'est quand même pas, même rien que pour les équipements ça... Alors, moi, je parlerai d'un pays qui s'appelle l'Albanie, qui a décidé, pour une raison de souveraineté, de se tirer complètement du reste du monde parce qu'il voulait être souverain en toutes choses. Bon, très bien. Mais c'est pas du tout la logique économique. La logique économique, c'est même de commercer avec tous les pays du monde, quel que soit le truc. Bon. Après ça, pourquoi une souveraineté en énergie? Et après, deuxièmement, encore une fois, la photovoltaïque, c'est une souveraineté. Les installations qui sont installées, elles fonctionnent. Et quel que soit le conflit dans lequel on est, elles fonctionnent pendant plusieurs années. Moi, même, je ne sais pas, cette chiffre en dizaines d'années. Alors après ça, alors, je pense que c'est à propos de l'interconnexion des continents avec des réseaux. C'est bon, effectivement, le câble qui traverse l'océan pour aller chercher l'électricité aux États-Unis, il n'a pas besoin de réseaux intelligents. D'accord. Alors, je poursuis sur l'idée parce que vraiment, tu as axé ta présentation sur la compétitivité. Après, on peut être aussi exportateur, comme le dit pertinemment Fabienne. Donc, ça peut être aussi un plus pour nous. Ok, c'est pas la panacée de ne pas être indépendant, mais on peut être aussi exportateur. Et aussi, là, tu as surtout parlé dans les renouvelables du solaire, mais le solaire et l'éolien, c'est des énergies qui produisent des déchets aussi. Alors, il ne faut pas confondre. Alors, ça, c'est l'erreur faite par Jancovici, là. Jancovici, qui confond solaire et éolien. C'est deux filières qui ont des dynamiques différentes et qui ont des impacts environnementaux différents. Alors, et donc, pour toi, le solaire, c'est quelque chose qui, même en termes de, comment je pourrais dire, approche en termes de cycle de vie, n'est pas pénalisant
Ah ben non, c'est du silicium, c'est rien du tout. Il y a aucune, ils n'utilisent pas du tout de métaux rares, c'est du silicium et ça se. Et la durée de vie d'une éolienne, c'est 15 ans. Et où c'est que tu mets les palmes Je ne parle pas d'éolien, encore Ah, une fois, je ne parle pas d'éolien, je ne confonds pas ok, l'éolien avec les photovoltaïques. Pour moi, ok, je suis un peu dubitatif devant l'éolien. d'accord. Et toi, c'est le solaire, vraiment, c'est le solaire. Ouais. Alors, je Non, mais je pense que. continue, et Ouais. après, je dirais la remarque. Alors après ça, après le solaire, il y a la géothermie supercritique qui pourrait apporter une solution intéressante. Il y a des tas d'autres solutions qui sont en développement actuellement, qui sont un peu en retard, pas suffisamment développées pour qu'on compte dessus, mais à mon avis, il y a des choses très intéressantes qui vont arriver. OK. Et dispose-t-on, alors ça c'est Daniel Lamias, dispose-t-on de données en mégawatts de la production volcanique projetée en 2035 par rapport aux besoins d'électricité, y compris transport terrestre, aérien, maritime et photovoltaïque qui précise sans batterie, point d'interrogation. Parce que c'est vrai, c'est un peu ça la question, c'est OK, même si c'est compétitif, est-ce que ça ne serait pas peanuts dans notre énergie mix, le Ah non, 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 photovoltaïque? actuellement, dans le mix, le tout renouvelable, je crois, l'Allemagne sont arrivés à 40-50%, dont la moitié photovoltaïque, donc ce n'est pas des montants négligeables. Après cela, Nous, la France, c'est combien? Tu sais combien c'est dans c'est notre peu, mix? c'est l'ordre de quelques pourcents encore actuellement, mais c'est évolue très rapidement. Hein, c'est évolue très rapidement. Mais Donc, bien sûr, les pouvoirs publics, il y a tellement de freins qui sont mis à ce genre d'installation qui est incroyable. Et c'est très mal expliqué. Par exemple, un agriculteur devrait savoir que le photovoltaïque valorise son terrain. À partir du moment où vous pouvez mettre du photovoltaïque dans votre terrain, ça le valorise, ça lui donne une valeur considérable, beaucoup plus élevée qu'avec une installation éolienne. Et là, ce n'est pas dit, ce n'est pas expliqué. Ce cas. Donc le développement du photovoltaïque est très mal fait, et on comprend très bien pourquoi il n'est pas le fait, parce que progressivement, l'ensemble, on pense que un certain nombre de décideurs peuvent penser que c'est en concurrence avec les deux projets et ils ne veulent pas le voir. alors, il y a Bertrand Lépinois, qui connaît bien notre histoire des polytechniciens, qui parle de Marcel Boiteux, voilà, un ancien président d'EDF, qui était un peu des promoteurs du nucléaire. Voilà, donc c'est bon, c'est toujours dans l'idée, tu es un petit peu à contre-courant de la communauté. Et il précise que la France n'est malheureusement pas l'Islande, où on n'a pas de Alors, géothermie comme eux. Alors, sur Marcel Boiteux est un grand dirigeant. Il a même, tout ce qu'il a fait en matière de développement du réseau, de tarification du réseau d'ailleurs, c'est tout à fait intéressant et c'est remarquable. C'est un grand dirigeant qui est, disons, à la hauteur du général de Gaulle. Et l'un et l'autre, s'ils avaient vécu en 2020, eh bien, ils auraient probablement penché de mon côté, à mon avis, parce que il s'agit d'avoir une vision, il ne s'agit pas de faire du conservatisme. Le nucléaire, c'est un peu, en gros, t'es plus dans le coup, papa, contrairement à ce qui est fait actuellement. Je reviens à la discussion sur l'histoire que le nucléaire est dans le vent, il est dans le vent en France uniquement, ou dans quelques pays d'abord. Et après ça, si c'est dans le vent en France, je pense qu'il y a une campagne de promotion qui est financée, organisée par je ne sais pas qui, et qui est tout à fait forte et qui est tout à fait particulière à la France et qu'on ne retrouve pas dans d'autres pays. Vous allez en Allemagne, la nucléaire n'aiment pas du tout, les pays d'Europe du Nord n'aiment pas du tout, les États-Unis, ils sont beaucoup moins convaincus actuellement, sauf quelques républicains. Les Chinois, c'est différent parce qu'eux, ils ont besoin d'énergie, tellement besoin d'énergie qu'ils utilisent toutes les sources, ainsi de suite. Donc, voilà. Alors, la France n'est pas l'Islande du point de vue de la géothermie. Lorsque je parle de géothermie, je ne parle pas de géothermie classique, je parle de géothermie hypercritique. Alors là, on ne peut pas discuter ici dans ce cadre-là, mais regardez sur Internet, c'est une solution tout à fait intéressante qui est développée par une entreprise qui s'appelle Cade Energy, Q-U-A-I-S-E, énergie. Vous trouvez toutes les informations sur Internet et c'est assez passionnant. Alors, normalement, les premiers résultats seront annoncés pour 2017. OK. Alors, bon, on a déjà fait 50 minutes. C'était très riche et c'est vrai que ça a le mérite de choquer, parce que c'est toujours intéressant de choquer pour provoquer le débat, parce que on a perdu, je ne sais pas s'il est toujours là, Hervé Macheneau, qui était, si je ne me trompe pas, patron d'EDF en Chine.
et qui voilà, n'a pas aimé le propos. Donc, et qui n'a pas aimé quel propos? Le tien. Ah bon? Ah, il a quitté Ah bon? Oui, parce qu'il disait que voilà, c'était biaisé. Donc, bien sûr, c'est biaisé, forcément. Mais moi, je pense que X sursaut, c'est aussi ça, c'est provoquer le débat. Donc, c'est intéressant. Alors, moi, j'ai envie de te demander, pour conclure, est-ce que, voilà, et Bertrand le dit, le débat sur le nucléaire civil est toujours clivant. Tu as envie de défendre tes idées. Alors, pour que toi, ce que tu proposes soit accepté, soit promu à la fois par les acteurs publics et privés, est-ce que tu as une idée de plan pour, disons, entre guillemets, vendre ta vision de la future production énergétique française basée davantage sur les renouvelables que le nucléaire? Et voilà, comment tu vois, toi, en tant que… et nous, peut-être, si on est convaincus, comme agent qui aide à convaincre, et qui convaincre et comment, et voilà, est-ce que tu as un plan? Effectivement, c'est urgent de mener d'abord une action au niveau du CNDP, donc faire quelque chose, d'intervenir CNDP. Je ne sais pas encore très bien comment est-ce qu'on peut intervenir à ce niveau-là. Après cela, il faudrait faire monter une campagne d'information auprès de l'ensemble des personnels politiques qui est très peu informé sur le sujet. Cette notion de compétitivité nucléaire est actuellement posée. On est actuellement dans des débats byzantins à propos des questions de déchets, des questions de risques, ainsi de suite, qui sont des questions intéressantes, et qui sont des vraies questions. Mais la première question à se poser, avant d'aller plus loin, c'est la question de la compétitivité, qui me semble, à mon avis, pas établie. Ok. Bon, très bien. Donc voilà, cette fenêtre ouverte sur le CNDP. Alors, tu n'as pas parlé aussi peut-être… donc Daniel qui nous dit il faut chiffrer un peu plus le potentiel, expliquer comment stocker l'énergie pour la restituer ultérieurement. Donc il y a le stockage, la question du stockage. Et moi, je vais envie de te poser voilà, la dernière question. Vite, j'ai parlé de batterie tout le temps. Donc en gros, j'ai intégré les questions de stockage. Donc elle est intégrée. Alors moi, j'ai envie de te parler maintenant, une fois que si tu convaincs en France avec la CNDP, comment tu convaincs au niveau européen? Parce que… Il n'y a pas de problème. Alors, je peux dire, les Allemands sont d'accord, les Italiens sont d'accord. Les Espagnols seront d'accord. Il n'y a pas de problème. Alors là, franchement, je m'en occupe, si vous voulez. Alors là, sans problème. Est-ce que la taxonomie, c'est une affaire française. Donc, le fait d'inclure le nucléaire dans la taxonomie, c'était vraiment une proposition française. C'est un lobby incroyable, d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est une décision incroyable de l'Europe. Enfin bon, peu importe. Mais moi, alors là, je m'occupais d'aller convaincre les Anglais, les Allemands ou les Espagnols ou les Italiens, pas de problème. Ça, je le fais les deux Anglais. Les Anglais, c'est plus difficile. Ils ne sont plus dans l'UE. Mais… Ils sont anglais. Ils sont anglais. Mais là, alors là, franchement, donne-moi cette mission-là, je le ferai avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup, Raoul. C'était, comme je l'ai dit, c'était un propos différent de ce qu'on entend d'habitude, où c'est quand même assez promotion du nucléaire. Et c'est toujours intéressant. Et comme dit Bertrand Lépinois, bonne conclusion, la démocratie énergétique est un peu complexe. Et voilà, donc c'est intéressant, il y a des merci et des bravos. Donc voilà, il y a des gens qui ont bien aimé. Et on est content que tu sois là, que tu prépares une belle présentation. Est-ce que tu peux partager tes slides Oui, bien sûr, j'ai les envoie. Ouais, ça marche. Et j'enverrai la démonstration du modèle que j'ai faite en même temps. Ouais, comme ça, il y a une très belle démonstration d'équation de deuxième degré non linéaire. Comme ça, on pourra faire un peu d'économie. Je sais qu'on en discutait avec Fabienne, qui a beaucoup de maths dans l'économie. Et donc, voilà, on va pouvoir réviser nos classiques aussi. Allez, merci Laurent, à très bientôt. Ça m'a fait plaisir de retravailler un peu avec toi, puisqu'on avait travaillé ensemble il y a à peu près 10 ans. Et merci pour ce que tu fais au sein de X Sursaut. C'est un très beau travail. Merci beaucoup, Raoul. Merci beaucoup. Donc, on attend tes slides. Et s'il y en a certains d'entre vous que j'ai oubliés parce que je n'ai pas noté tout le monde, vous pouvez me les réclamer. Hein. OK ? Merci à tous. Très bonne soirée. Merci.